Chers amis, je vous remercie d'être venus, finalement assez nombreux. J'ai eu beaucoup de nouvelles, d'excuses de la part d'amis qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils étaient terrassés par la grippe. Donc j'imagine que vous êtes tous en bonne santé et prêts à faire un court voyage en poésie chinoise. Au départ, j'avais pensé donner trois leçons sur ce thème, et puis finalement je ne vais en donner qu'une seule, et donc ce sera un petit peu rapide. J'ai dû supprimer une partie du programme que je voulais traiter, et cette conférence devait venir en quelque sorte en appât pour la publication d'un petit livre ici, donc aux presses de l'Académie, consacré à l'écriture chinoise. Et là le mauvais sort a joué, ce qui fait que le petit livre n'est pas prêt, mais vous aurez, si vous le souhaitez, vous pourrez prendre un papier d'annonce, et j'espère que dès qu'il sera sorti, vous vous précipiterez, vous volerez jusqu'à l'Académie pour pouvoir lire ce petit ouvrage consacré à l'écriture chinoise qui s'appelle Pouvoir et puissance de l'écriture chinoise, et qui a bien entendu un lien tout à fait direct avec ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui, donc c'est assez ambitieux, c'est de deux anthologies, deux collections de poèmes qui sont véritablement à l'origine de la grande tradition poétique chinoise, la poésie chinoise étant un genre majeur et très ancien, et aussi très profondément aimé par les Chinois, qui vont même jusqu'à apprécier telle ou telle dynastie pour la qualité de ses poètes. La première de ces anthologies, mais c'est la première, on peut même dire c'est le premier livre, si on met beaucoup de guillemets autour du terme de livre, c'est le Shijing, le livre des odes, ou le classique des poèmes. Et je reviendrai, bien entendu, je vous présenterai en détail de quoi il s'agit. La deuxième de ces anthologies s'appelle Chuzi, les chants du Sud, ou les élégies de Chu, selon les traducteurs. Et j'aurai bien sûr aussi l'occasion de vous détailler de quoi il s'agit. Alors pour cette contribution, donc ces deux ouvrages ont été traduits. La première traduction partielle des chants du Sud, des chants de Chu, remonte à la fin du XIXe siècle. Le Shijing, le livre des odes, a été traduit encore plus tôt, et vous en avez des traductions excellentes, dont une traduction anglaise parue à Oxford en 1871. Mais je me suis surtout basée sur deux ouvrages. Le livre de Marcel Granet, Fêtes et chansons anciennes de la Chine. Marcel Granet est un grand sinologue français qui a traduit une partie de cette collection et qui en a donné un commentaire sociologique, historique. Le deuxième ouvrage sur lequel j'ai plus particulièrement basé ma recherche, c'est le livre de Michael Nylan, The Five Confucian Classics, paru à Yale en 2001. Et il y a pratiquement un siècle de recherche entre le livre de Granet et le livre de Michael Nylan. Dans un cas, on a un livre qui de nos jours prévaut surtout pour la qualité poétique, la qualité littéraire de la traduction, le style de l'auteur. Avec Michael Nylan, on est dans la grande érudition américaine. Les États-Unis sont, en dehors d'Asie, vraiment le leader incontesté de la recherche sinologique. Michael Nylan enseigne à Princeton, est spécialiste de la littérature ancienne,
et elle a consacré donc une étude aux grands textes qui constituent le fondement de la tradition confucéenne, grands textes parmi lesquels figure en première place le livre des Odes, le classique des poèmes, dont je vous entretiendrai dans un instant. Pareil pour les chants du Sud, une très belle traduction en anglais de Songs of the South, An Anthology of Chinese Poems by Qu Yuan and Other Poets, une traduction française complète de Rémy Mathieu, Élégie de Chu, paru il y a 10 ans chez Gallimard dans la collection Connaissance de l'Orient. Rémy Mathieu vient de publier à la Pléiade une anthologie de la poésie chinoise, donc qui fait suite à une autre grande anthologie, mais déjà ancienne, de Pierre de Miéville. Je viens de l'apprendre, je n'ai pas encore eu le temps d'acheter cet ouvrage, mais je pense qu'il sera très bienvenu et amènera des textes, j'espère en tous les cas, un peu moins connus que ceux qui circulent depuis des années. Le dernier ouvrage est l'œuvre de Lisa Bresner, Pouvoir de la mélancolie, chaman, poète et souverain dans la Chine antique, paru la même année chez Albin Michel. Alors ça, c'est un livre très, très étrange, qui est très particulier, qui est l'œuvre d'une femme très attachante, une femme écrivain, très sensible, qui s'est suicidée très jeune, âgée d'une trentaine d'années, et qui devait probablement avoir des affinités très proches avec la mélancolie et avec les thèmes qu'elle a traités. Alors avec Lisa Bresner, on n'est pas dans le domaine de la sinologie érudite, si vous voulez, donc il y a beaucoup à redire sur ce livre si on adopte une attitude très scientifique. En revanche, selon mon point de vue, c'est celle qui a traduit avec le plus de talent et le plus d'empathie les poèmes dont il sera question plus loin, et nous verrons ensemble, nous pourrons comparer quelques traductions d'un même poème, et nous verrons que ces œuvres très denses, très concises et très riches de symboles que sont ces poèmes peuvent prêter à des interprétations parfois très différentes. Alors, où sommes-nous? Donc, nous sommes en Chine à une époque qui va du 8e siècle avant notre ère jusqu'à, jusqu'au 4e siècle avant notre ère à peu près. C'est une époque qui, sur la fin, va voir la naissance de Confucius et va voir se constituer les grands courants de pensée classiques. C'est une époque où, comme vous le voyez, le territoire est divisé, donc à partir d'une région centrale qui est le domaine royal, se sont constituées sur le pourtour des principautés puissantes, rivales et guerrières, qui sont engagées dans une sorte de guerre continuelle. C'est une période qui évoque un petit peu la féodalité médiévale. Et dans le sud, vous voyez, c'est ce grand territoire, l'État de Chu, et c'est de Chu que je vous parlerai alors plus en détail, puisque c'est de cette région centrée autour du fleuve Bleu, une région très aquatique, avec des lacs, avec des végétations très denses. C'est dans cette région dont émane véritablement cette anthologie, la deuxième anthologie de poèmes, les élégies de Chu. Alors nous allons commencer par la collection la plus ancienne et celle qui a reçu le statut le plus remarquable dans l'histoire de la pensée chinoise, qui est cette collection qui s'appelle le Shi Ting, le livre des Odes. Shi est un des termes pour dire poème. Il y a plusieurs manières de dire poème en chinois. Mais le sens qu'a Shi dans cette collection est assez différent du sens qu'il prendra plus tard
lorsque va se développer la poésie régulière à partir du 7e siècle de notre ère. Donc c'est un thème dont je n'aurai pas le temps de vous entretenir ici. Alors souvent, les Chinois, lorsqu'ils, dans la tradition des dictionnaires chinois et de l'étymologie chinoise, est de recourir souvent à la fois aux jeux de mots ou à des spéculations à partir de la forme des caractères. Et donc, par référence à cette anthologie, le terme « che » est expliqué et mis en tension, si vous voulez, avec des caractères qui sont presque homonymes et qui contribuent à constituer une sorte de constellation de sens autour du caractère que l'on veut expliquer. Donc, dans un premier temps, « che » veut dire zhi, qui veut dire consigné, noté par écrit. C'est aussi un terme qui correspond à un type d'écrit qui sont des mémoires d'une région particulière. Donc c'est vraiment l'idée de consigner des phénomènes. Et vous voyez que le premier zhi ressemble au deuxième zhi, donc qui comporte un élément commun, et ce caractère zhi est un caractère assez difficile à traduire en français. On le traduit souvent par volonté, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est un terme qu'on peut traduire par des aspirations ou en anglais commitments, c'est-à-dire ce qui fait que des personnes apparentées, des personnes qui partagent un même idéal, vont se lancer, vont consacrer leur énergie et vont travailler à un but commun, d'où la notion de volonté, si vous voulez, mais une volonté qui n'est pas tellement prise dans un sens individuel, mais prise dans le sens de l'accomplissement de ce qui serait de l'ordre plutôt d'une sorte de destin, ou même d'un héritage physiologique, si vous voulez. Un autre terme donné pour expliquer che est che, qui veut dire tenir ensemble, faire que quelque chose, que des éléments disparates constituent un tout. Et c'est un terme qui convient, bien entendu, pour la constitution de ce qui est finalement une anthologie, puisque dans cette collection de poèmes, dans ce livre, nous trouvons une anthologie, donc des œuvres qui proviennent d'orientations, de régions différentes. Enfin, une dernière explication joue plutôt sur la forme du caractère, puisqu'on y trouve l'élément de la parole, le premier, donc ce que vous voyez ici, la clé de la parole, que l'on trouve également dans le zhi enregistré, plus l'élément du pied que je n'ai malheureusement pas pu noter parce que c'est l'élément du pied dans sa forme archaïque et que mon ordinateur ne contenait pas ce caractère, mais enfin croyez-moi, et la main, ou plus exactement tsun, le pouce, mais qui est une manière aussi de montrer la main. Le deuxième caractère, ting, qui veut dire classique, est un terme que l'on va retrouver dans le titre de nombreux ouvrages qui font partie du corpus philosophique du confucianisme, mais que l'on peut aussi trouver dans d'autres courants de pensée, comme par exemple le taoïsme avec le Tao De Ting, le livre de la voie et de la vertu, ou bien dans des ouvrages de médecine, par exemple le classique ésotérique de l'empereur jaune, Huang Ti Nei Ting, qui constitue l'ouvrage de base véritablement de la médecine traditionnelle. Et donc il s'agit d'un ouvrage qui a valeur de fondation, autour duquel va s'entrelacer des commentaires, une tradition, une exégèse. Et dans ce caractère, vous trouvez la clé de la soie, ici,
Et puis un élément phonétique, et je vois que j'ai gardé malheureusement l'erreur, je n'ai pas eu le temps de corriger l'erreur, il ne s'agit pas d'un métier à tisser, mais il s'agit le premier sens de ting, ce sont les fils de chaîne qui permettent de bâtir un métier à tisser. Donc quand vous avez le cadre en bois, vous allez enrouler les fils de chaîne, et ce sont ces fils qui permettent que la toile existe, qui constituent l'ossature de la toile. D'autres termes contiennent également l'idée de quelque chose de long et qui fait lien, avec un caractère qui veut dire le sentier, un autre qui veut dire passer par, et un autre encore qui veut dire la tige de la fleur. Donc ce qu'implique cette idée du ting, du classique, c'est que vous avez véritablement, c'est un livre qui vous donne véritablement une ossature. Mais quand vous avez les fils de chaîne, votre toile n'est pas complète. Donc il faut bien comprendre que ces classiques sont des ouvrages d'une certaine manière lacunaires, qui doivent être complétés par la tradition orale, par le commentaire, par des ajouts, par des annotations, etc. Et au fil du temps, les ting, les classiques, vont se charger de toute une littérature annexe qui vont parfois en dénaturer le sens ou bien le compléter. Alors cette collection de poèmes du Shè Ting, les œuvres les plus anciennes remontent à peu près au 8e siècle avant notre ère. Elle comprend des poèmes qui ont reçu par la suite dans l'exégèse différents statuts. Plus de la moitié de la collection, et c'est sur cette partie-là que je vais consacrer, à cette partie que je vais consacrer l'analyse, s'appelle les chants des royaumes, Guofeng, qui sont des chansons provenant de 15 États différents, donc constituant tout ce patchwork morcelé des États chinois, et qui sont des chants que le commentaire présente comme des chants d'origine populaire. Et le terme utilisé pour ces chants est feng, qui veut dire le vent. Alors malheureusement, je ne vais pas m'attarder longuement sur tout ce qu'on peut dire sur cette notion de vent, mais si vous pensez au français un air, l'air d'une musique, donc vous avez déjà une idée que vous êtes dans une notion qui va à la fois allier le son, mais aussi quelque chose d'atmosphérique, de plus large, qu'est le vent, et que c'est cet ancrage, si vous voulez, de ces chants dans un monde, dans la grande nature, dans le cosmos, dans l'air, dans le vent, qui va donner à cette collection de poèmes sa valeur et qui va justifier qu'on lui consacre des commentaires. Les autres parties sont des chants de cour qui étaient, si vous me passez le néologisme, performés à la cour, donc c'était des chants qui n'étaient pas seulement chantés ou récités, mais qui étaient souvent accompagnés toujours accompagnés de musique et parfois dansés lors de banquets. Le banquet en Chine est une institution très importante qui permet de renouer les liens sociaux et qui permet aussi de situer, si vous voulez, la place de chacun, puisque vous savez très bien que dans un banquet chinois, vous avez des places d'honneur, vous avez des rites qui vous montrent très bien que vous êtes dans une espèce de théâtre social, un théâtre social qui s'enrichit d'un contexte esthétique. Et enfin, vous avez 40 hymnes qui constituent la partie la plus ancienne de la collection, qui sont des chants religieux accompagnés de pantomimes qui renvoient alors, pour une partie d'entre eux en tous les cas, à des mythes d'origine des maisons royales et qui étaient
mise en scène sur un mode plus solennel lors de grandes cérémonies de cour, la musique et l'assistance à ces fêtes étant ce qui permettait de créer un sentiment de communion et d'élévation positive dans l'assistance. Ces chants auraient été composés, dit la tradition, par des aveugles inspirés par les esprits, des musiciens aveugles. Il est probable que ces distinctions aussi nettes sont le fruit de commentaires plus tardifs, parce que l'ensemble des chants qui constituent la collection étaient chantés, performés à la cour et parfois dans des contextes assez proches. Alors ici, je voulais vous montrer une série d'instruments de musique qui particulièrement solennels, qui accompagnaient ces grandes cérémonies dansées. Donc ici, il s'agit seulement d'une partie, puisqu'il s'agit de carillons de cloches, et c'est le carillon de cloche le plus impressionnant qui a été découvert dans l'état de Chu, donc dans cet état méridional dont je vous parlerai plus longuement. Dans une tombe, c'était des énormes tombes qui étaient encastrés dans des coffrages emboîtés et très bien protégés de l'humidité notamment, ce qui a permis de retrouver des trésors absolument exceptionnels et même des éléments de bois laqués qui ont permis de reconstituer plus ou moins fidèlement la forme qu'avait le carillon. Alors ces cloches n'avaient pas de battant, mais elles étaient frappées de l'extérieur. Elles étaient frappées de l'extérieur et les protubérances dont certaines étaient chargées permettant de créer des sons différents. Alors ici, c'est une photo que j'ai prise, qui n'est pas terrible, mais l'éclairage était très mauvais, mais qui est une sorte de représentation pour les touristes d'un carillon de cloche dans la tour de la cloche de la ville de Xi'an. C'est un anachronisme et c'est je ne sais pas comment dire, un mauvais lieu, puisque ce carillon ne correspond pas à la culture qui était celle du Nord à l'époque, mais ça donne tout de même une idée. Et vous pouvez voir ici alors quelques exemples de cloches en bronze qui accompagnaient cette musique, mais vous pouvez voir aussi d'autres instruments moins habituels, notamment ces pierres ici qui constituaient des lithophones, donc des carillons de pierres sonores qui pouvaient être en jade. Le jade est une pierre qui produit un son particulier et donc qui, comme les cloches, étaient de tailles différentes et étaient suspendues à des traverses en bois et que l'on frappait également avec des maillets. Plus bas ici, vous avez le pied d'un tambour en bronze, le pied en bronze d'un tambour, excusez-moi. Le tambour lui-même a disparu puisqu'ils étaient faits dans des matières, dans du bois, dans de la peau qui ont pourri bien sûr avec les siècles. Alors ce que vous voyez ici, ça c'est autre chose, c'est la reconstitution, donc ce n'est pas un objet d'époque, c'est une copie d'un objet d'époque, d'un orgue-à-bouche. Donc l'orgue-à-bouche est un instrument consistant en un bol en bronze dans lequel étaient fichés des tubes de bambou ayant un petit peu la forme d'une queue de phénix, et qui est un instrument très important parce qu'il permettait de calculer les hauteurs de son, de calculer la gamme. C'est un instrument qui est rattaché à des mythes d'origine d'invention de la musique, d'invention des proportions aussi. Donc, Marcel Granet a écrit énormément de pages dans la pensée chinoise sur l'orgue-à-bouche et le rôle qu'il avait. Et donc, ça permet d'évoquer une autre partie de ces orchestres qui étaient les instruments à vent. Instruments qui vont jouer un rôle particulièrement important dans la musique de la deuxième collection dont je vous parlerai dans un instant.
Ce que vous voyez à l'arrière-plan, donc cette caisse en bois sur laquelle se détache l'orgue à bouche, c'est un instrument, une sorte de sitar. Donc vous connaissez peut-être un instrument qui s'appelle le chin, qui est une sitar en bois qui se joue avec 7 cordes de soie. Donc vous aviez des sitars avec un nombre de cordes plus important et qui constitue donc la 3e catégorie d'instruments de musique. Donc on a les vents, les cordes et les instruments de percussion. Et enfin ici c'est un peu un anachronisme, mais j'avais envie de placer cet instrument qui est un tambour en bronze qui vient du sud du pays de Shu, donc qui est plus récent, qui date à peu près du 3e, 2e siècle avant notre ère, mais pour que l'on puisse voir tout de même un tambour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la musique se joue à l'unisson, donc ce qui fait la richesse, ça ne va pas être les contrepoints, les jeux de mélodies différentes, mais ça va être les timbres, la richesse et la variété des timbres. Et ce jeu à l'unisson, c'est justement ce qui permet que jaillisse dans l'audience une sorte d'élation, ce sentiment de communion et de joie, de bonheur. Comme l'indique la phrase ici, donc qui est yue, le yé, donc la musique c'est la joie, en jouant bien sûr sur un jeu de mots, puisque le caractère pour dire la joie s'écrit comme le caractère qui veut dire la musique, mais prononcé différemment. Et un traité très important d'un penseur du IIIe siècle avant notre ère, un traité sur la musique, commence par cette phrase: la musique, c'est la joie. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors, on va peut-être commencer, je ne sais pas si vous voyez, par un poème qui est, pour que vous ayez une idée du contexte qui était celui de ces chants. Donc je ne sais pas si vous arrivez tous à lire ou bien si je dois relire. Parfois c'est désagréable quand on relit. Donc je vais vous le lire en chinois en vous demandant beaucoup d'indulgence aux Chinois qui sont dans la salle, parce que mon chinois, mes tons sont loin d'être parfaits. Zi zhi tang xi, yuan qiu zhi shang xi, xun you qing xi, er wu wang xi, kan qi qi gu, yuan qiu zhi xia, wu dong wu xia, zhi qi lu yu, kan qi ji fou, yuan qiu zhi dao, wu dong wu xia, zhi qi lu dao. Et je pense qu'à Louis, vous vous rendez compte déjà du caractère un peu hypnotique et de la répétition et aussi des allitérations que l'on peut trouver dans cette poésie. Alors ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que, je vous le lis bien sûr avec la prononciation moderne, donc nous sommes dans des chants qui étaient chantés au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc il est évident que la phonétique a changé, que l'on ne prononçait pas le chinois dans l'Antiquité comme on le prononce maintenant, mais comme la langue a évolué, je dirais, en bloc, enfin, je dis ça, bon, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, finalement, il y a quelque chose de cette sonorité qui est retransmise. Alors, quels sont les éléments qui apparaissent dans ce poème? Donc, nous sommes vous qui allez vous ébattre au sommet du tertre yuan. Donc nous avons l'apparition d'un protagoniste très important dans la poésie, dans l'esthétique chinoise, qui est le tertre, la montagne. La montagne est toujours un lieu de rencontre avec l'extraordinaire. Vous avez un culte qui est rendu aux montagnes, donc c'est le lieu où l'on s'élève au sens propre,
quelle animation est la vôtre? Ce n'est pas un spectacle à voir. Donc, quelle animation est la vôtre? Nous avons une fête qui se produit sur cette montagne, mais cette fête n'est pas... là, c'est déjà le commentateur qui parle. Cette fête ne devrait pas être vue. Elle a quelque chose d'un peu désordonné. Elle n'est pas digne d'être vue. Donc, le caractère ici, pour ceux qui ont fait du chinois, je sais qu'il y en a dans l'assistance, le caractère wang, ici, qui veut dire regarder, peut être pris aussi au sens passif, être regardé ou même être digne d'être regardé. Au son des tambours que l'on frappe au-dessous du tertre yuan, donc voilà cette forme très typique de la poésie chinoise du Sheqing, où l'on reprend une phrase mais simplement en modifiant un caractère, shang qui veut dire haut, xia qui veut dire bas, et qui crée cet effet de refrain, de ronde, de répétition. Les tambours, donc ici nous sommes dans une fête printanière et une fête dans laquelle il y a probablement des danses, ce qui indique les plumes d'aigrettes, les danses rituelles, c'est d'ailleurs encore le cas dans les temples de Confucius, se faisant souvent avec des mouvements de plumes. Et ces plumes, on va les retrouver à la strophe suivante, avec une légère variante. Au lieu d'avoir simplement les plumes, on aura une sorte d'éventail de plumes. Et au lieu d'avoir un tambour, ici un tambour en bois ou en peau, on aura une jarre, qui était donc les tambours en terre cuite. Donc nous sommes dans une fête champêtre qui se produit en pleine nature au sommet d'une montagne. Cette fête, elle a lieu que nous soyons en hiver ou en été. Et le commentaire qui va en être fait, qui est un commentaire beaucoup plus tardif, est un commentaire réprobateur selon lequel il s'agit d'une fête désordonnée. Chacun de ces poèmes a été en effet repris dans un véritable réseau de commentaires dans lequel les éléments étaient pris pour une valeur symbolique ou étaient pris souvent comme des messages un petit peu codés permettant d'émettre une opinion sur l'état du royaume dans lequel ces chansons étaient chantées. Et vous avez un jeu de mots entre feng, le vent, l'air, la musique, et feng, qui veut dire se moquer, faire la satire. Donc ici, nous avons un exemple je dirais, de surcodage amené par le commentaire sur cette poésie. Le deuxième poème est plus long. Je vous laisse peut-être quelques minutes pour lire la traduction en français. Donc c'est encore une fois une description de la nature et de faits, de rencontres qui ont lieu dans la nature. Cette fois-ci, on n'est pas dans quelque chose qui est jugé comme répréhensible. Et encore une fois, donc, j'attire votre attention sur les répétitions de caractères, sur les variantes. J'ai en effet repris en bleu ce qui constituait à proprement parler le thème du poème, c'est-à-dire d'une part les roseaux, ici, les roseaux, et d'autre part, Pailou, le givre. Donc il s'agit probablement d'une fête qui avait lieu... non, ce n'est pas le givre, c'est la rosée, une fête qui avait lieu au moment où le givre, la rosée, se transforme en givre. Alors quand on lit ce poème en français, nous y voyons encore une fois la description d'une fête printanière avec une connotation amoureuse ou érotique
Ces chants étaient probablement chantés lors de grandes fêtes qui se déroulaient dans la nature et au cours duquel se rencontraient des groupes de jeunes gens, de jeunes garçons et de jeunes filles qui dansaient, qui se retrouvaient et puis ensuite qui partaient discrètement dans les buissons. Enfin, c'est du moins l'interprétation qui en est donnée par Marcel Granet. Un troisième exemple de cette poésie, donc, qui comporte encore une fois le thème de l'attente amoureuse, de l'anxiété, de la rencontre d'un... probablement le sujet est probablement féminin. On pense qu'il y avait certains de ces poèmes qui ont été à l'origine composés par des femmes et donc qui décrivent l'attente de la rencontre avec l'époux. Et dès qu'elle aura rencontré l'époux, son cœur sera apaisé. Alors, ce qui est intéressant ici dans ce poème sur le plan de la forme, je reviendrai un peu plus tard sur le contenu, c'est la présence de ce que Granet appelait des auxiliaires descriptifs, qui sont ces caractères que j'ai repris en rouge, donc yao yao, chi chi, chong chong, chou chou, hein, qui sont des sortes d'onomatopées qui produisent une image, qui évoque un état d'esprit, qui évoque un bruit, qui sont très proches de certains, si certains ont fait du japonais, de l'usage que font les Japonais de l'onomatopée, qui porte une sorte d'idée d'intimité. Et le style de cette collection, de cette anthologie est très particulier, donc on peut vraiment parler d'un style unique, à la fois par son apparente simplicité, hein, vous voyez que ce sont des vers de 4 caractères, donc c'est très court, hein, 4 caractères, c'est transposé au temps suspens. Hein, autant suspend ton vol, c'est fini, quoi. Hein, c'est vraiment très court, qui sont très très denses, où chaque caractère est plein d'une sorte de sève, si vous voulez, qui demande à s'écouler et qui doit placer l'auditeur dans un état d'esprit bien particulier. Alors, ce qui peut paraître assez étrange et ce qui constitue l'originalité de cette collection, c'est ici la première phrase, Yao Yao Cao Chong Qi Qi Fu Zhong, donc qui décrit le cri de la sauterelle des herbes, et chi-chi, le sautillement d'une autre variété de sauterelles. Alors, qu'est-ce que cette histoire de sauterelle a à voir avec les sentiments qui sont exprimés, ce sentiment un petit peu d'angoisse, d'attente, de désir amoureux, qui est décrit par le reste du poème. Et c'est en quelque sorte ce qui constitue véritablement l'originalité de cette collection de poèmes, c'est que l'on va juxtaposer, si vous voulez, sans cheville logique, une description d'un aspect du monde, d'un aspect de la nature, avec un sentiment. Et la simple évocation de tel ou tel phénomène de la nature, les eaux se mettent à déborder, les fleurs foisonnent, le lapin sautille, la sauterelle fait yao yao, permettent d'une certaine manière de placer l'audience qui connaît ces poèmes dans un état d'esprit particulier. Et cette capacité de faire surgir un état émotionnel partagé dans l'audience à l'aide de ces images de la nature, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'évocation,
et c'est ce que François Julien, qui a consacré une étude à cet art, appelait la fonction allusive. Donc vous faites monter sans aucune cheville grammaticale ni logique, vous suscitez simplement un affect qui sera non seulement commun, mais qui sera corrélé avec la nature et avec un moment de la nature, avec un moment particulier, un moment qui doit être juste, c'est-à-dire qu'à certaines saisons, à certains aspects de la nature, doit correspondre chez les humains un rituel particulier. Dans la première collection que nous avons vue, le premier poème, lorsqu'on monte sur le tertre Yuen, c'est considéré comme mauvais parce que les fêtes ont lieu à un moment qui n'est pas approprié, elles ont lieu en hiver et en été, alors qu'elles devraient avoir lieu à l'automne et au printemps. Voyez ? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une poésie populaire, comme le pensait Marcel Granet, et dont la récolte permettait aux fonctionnaires de la cour de se donner une idée de l'état du royaume, puisque un petit peu comme des vents qui émanent, ou comme une buée qui émane d'un cours d'eau, si vous voulez, ces vents, ces poèmes qui émanent du territoire donnent une idée de ce qui s'y passe. Donc, est-ce qu'il s'agissait d'une poésie émanant du peuple et permettant à ceux qui la recueillaient et qui la mettaient en scène à la cour de se faire une idée de la situation du royaume? Si les chants étaient gais, le royaume était bien ordonné. S'ils étaient tristes ou s'ils étaient licencieux, c'est que le souverain n'était pas à la hauteur. C'est le cadre d'interprétation qui a été adopté pendant des siècles par la lecture de ce texte quand il est devenu un canon, un ouvrage canonique faisant partie des textes de base de l'enseignement du confucianisme. Marcel Granet, lui, considérait qu'il s'agissait d'une poésie véritablement populaire et que les commentateurs n'y comprenaient rien parce qu'il y a eu un changement de moralité lié à un changement de politique et sociale qui fait que ce qui était au départ des fêtes saisonnières est apparu comme licencieux ou au contraire comme moralisant par des lettrés qui s'étaient déconnectés de ces pratiques populaires. Alors c'est une interprétation qui est récusée de nos jours. La plupart des spécialistes de cette collection considèrent qu'il s'agissait d'une poésie de cour, mais qui pastichait d'une certaine manière la poésie, les chants populaires. Donc on faisait une sorte de bergerie, si vous voulez. Et ce qui donne beaucoup de solidité à ces arguments, c'est que la forme de ces poésies est extrêmement uniforme. Donc théoriquement, elles émanent de 15 états différents et elles se présentent, 95% des chants se présentent comme des poèmes de 4 pieds avec souvent 3 strophes. Donc il s'agissait d'une sorte de jeu très sophistiqué dans lequel excellait déjà probablement cette élite lettrée qui travaillait à la cour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces poèmes étaient appris par cœur. Ils constituaient d'une certaine manière un thésaurus commun à l'ensemble des aristocraties de ces différents royaumes. Et bien sûr, comme souvent dans les sociétés traditionnelles, les poèmes étaient appris par cœur. Et donc, ces nobles avaient des stocks de poèmes et des stocks d'images qu'ils s'échangeaient lors de réunions diplomatiques entre eux et qui leur permettaient parfois de se dire, de s'envoyer des messages, de se dire des choses très impertinentes sous une forme extrêmement codifiée, extrêmement apparemment anodine, si vous voulez, et de tester en même temps l'intelligence de celui qui recevait le message, parce que s'il comprenait le message
Ça veut dire qu'il connaissait les codes, si vous voulez. Si vous dites Wutong ou Wuxia, pas d'hiver, pas d'été, eh bien, si votre auditeur prend ça pour un compliment, ça veut dire qu'il n'a rien compris, alors que vous êtes en train de lui dire une méchanceté particulièrement sophistiquée. Alors, certains de ces poèmes se présentent sous une forme plus narrative, si vous voulez, et c'est le cas de ce dernier poème que je vous laisse lire tranquillement pour la qualité aussi de la traduction de Marcel Granet, qui a très joliment rendu par des rimes 3 années, jamais lassé, couché, matiné, la répétition de la particule i qui se trouve ici et qui donne donc une sorte de rythme à ce poème. Et là, il s'agit d'un extrait d'un poème plus long qui relate les souffrances d'une jeune femme qui a été abandonnée par son séducteur. Vous me dites si je peux tourner la page. Bien, alors le temps passe assez rapidement, donc je vais passer à la deuxième anthologie et on va entrer dans un univers un peu différent, bien que pas totalement. Donc les élégies de Chu, Chu Tzu, littéralement les paroles qui viennent de Chu, donc de ce territoire de Chu. Et dans ce recueil de poésie, j'ai choisi de vous parler d'une partie qui est ce qu'on appelle les 9 chants, Jiuge, qui constitue une partie relativement réduite mais très intéressante. Alors avec cette collection, on arrive dans quelque chose de nouveau, c'est la première collection poétique dont au moins une partie peut être attribuée à un individu, qui est un auteur. Donc on voit apparaître la notion d'auteur qui n'existait pas du tout dans la collection dont je vous ai parlé précédemment, puisque à une ou deux exceptions près, les poèmes étaient anonymes. Et l'auteur, d'ailleurs, est une notion qui va arriver assez tardivement en Chine. Des ouvrages comme le Tao Te Ching, comme les classiques confucéens, etc., ne sont pas à proprement parler des ouvrages écrits par un auteur. Ce sont souvent des ouvrages qui ont été réécrits beaucoup plus tard, à partir de bribes rassemblées, etc. Alors, l'auteur dont il s'agit, donc, il s'appelle Qu Yuan, est un personnage très intéressant. C'est un personnage dont on connaît à peu près les dates, qui provient donc de cet état de Chu que vous voyez ici, donc de cet immense territoire dans le sud. Ici, la situation politique est un peu différente de celle que je vous ai montrée ici. C'est que cet État que vous voyez ici, l'État de Qin, et qui a l'air assez gentil et anodin comme ça sur cette carte, a pris beaucoup de pouvoir à l'époque qui nous intéresse, à savoir au IVe siècle et IIIe siècle, et avant Jésus-Christ, et est devenue une des puissances les plus importantes, engagée dans une rivalité avec l'État de Chu. Et c'est de Qin d'ailleurs que va sortir le premier empereur, donc celui dont on connaît le tombeau, et qui va réunifier l'ensemble de ses fiefs. Qu Yuan est un noble qui vit à la cour et qui est le conseiller du roi de Chu, et il va se trouver calomnié par des rivaux. C'est un personnage dont on connaît la biographie. On a un chapitre biographique qui lui est consacré et qui relate donc les mésaventures de cet auteur. Le chapitre biographique en question est dû au plus grand historien chinois, Sima Qian, donc qui a vécu, comme vous le voyez, au 1er siècle avant notre ère, et qui a rédigé une très grande histoire de l'ensemble de la Chine
dans laquelle il a consacré un chapitre à Qu Yuan et bien sûr à beaucoup d'autres. Alors, le Qu Yuan nous relate ce maintien, donc d'après ce chapitre des histoires, des mémoires de l'historien. Après avoir été calomnié et dans une certaine manière trahi par son seigneur, il faut comprendre que la relation qui unissait un seigneur à ses conseillers les plus proches était une relation calquée sur la relation du couple, et donc une relation teintée d'un certain érotisme. Et très souvent, on va utiliser la métaphore du couple pour évoquer les relations qui unissent un sujet fidèle à son souverain. Et donc, ce Qu Yuan, se trouvant disgracié par le souverain son seigneur, auquel l'attachent des liens affectifs extrêmement puissants, est absolument désespéré. Il se rend compte que son seigneur fait des erreurs colossales sur le plan politique et que l'État est sur le point de sombrer. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. L'État de Chu va être vaincu à plusieurs reprises par son rival, et il se dirige au bord d'une rivière, et là il va rédiger un grand poème très, très mélancolique et se suicider comme Virginia Woolf en se lestant de pierres et de sable, en se jetant dans la rivière. Alors c'est une histoire qui encore maintenant a des échos dans la sensibilité chinoise, puisque chaque année on commémore le suicide, cette mort de Qu Yuan, en jetant dans la rivière du riz glutineux emballé dans des feuilles de lotus pour nourrir les poissons, pour qu'ils ne se nourrissent pas du corps de Qu Yuan. Le récit que fait l'historien de ce sort tragique est extrêmement marqué par une empathie profonde. Ce Matien lui-même avait été victime d'une injustice terrible, puisque pour avoir déplu à son souverain, pour avoir critiqué son souverain, il avait été condamné à la castration. Et après avoir survécu à cette horrible blessure, il se retrouvait comme un personnage complètement déshonoré. Normalement, il aurait dû se suicider. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait son œuvre à écrire. Et il a visiblement éprouvé un sentiment d'empathie très fort pour cette autre victime d'une disgrâce. Et il a véritablement tracé toute une généalogie de la souffrance et de l'injustice comme moteur de la création littéraire. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est évidemment un thème qui est travaillé par Lisa Bresner elle-même, qui est particulièrement donc sensible à ce thème de la déréliction, de l'abandon dans lequel se trouve le génie. Je vais vous lire un petit passage de la biographie de Qu Yuan par Sima Qian, où vous voyez comment le personnage était représenté. Son style est concis, chaque mot subtil, l'esprit répond au mouvement dans la transparence et l'élévation. Un détail prend tout à coup une force inouïe sous sa plume, et derrière la plus anodine expression palpite le rythme d'une pensée inattendue. C'est bien écrit, hein ? Son écriture répondait si bien à ses intentions que chaque chose qu'il nommait se parfumait d'elle-même. Inflexible de nature, le poète préférait la mort à tout compromis. Jamais il ne se serait lavé dans la boue. L'odeur du fumier le mettait hors de lui, et comme les cigales, il quittait alors son enveloppe. Les taches n'avaient pas de prise sur son corps, la poussière glissait sur lui. Ainsi créait-il, dans le plus simple appareil, à l'écart des folies mondaines et des modes puantes. Seul l'éclat du soleil et de la lune aurait pu se déclarer son rival.
Alors le deuxième paragraphe est très intéressant parce que d'abord nous voyons arriver le corps, hein, jamais il ne se serait lavé dans la boue, etc. Comment on utilise le langage du corps finalement pour qualifier, pour donner un portrait moral d'un auteur. Les Chinois ne connaissent pas le même type de division du corps et de l'esprit que nous. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne le connaissent pas, mais ils modulent ça, ils formulent ça de manière très différente. Et puis, l'image suivante est très intéressante. Comme les cigales, il quittait alors son enveloppe. Donc, les cigales est un insecte qui est associé depuis la haute antiquité chinoise à la notion d'immortalité. On retrouve des cigales de jade dans les tombes des défunts. Et la cigale est particulièrement valorisée parce que c'est un animal qui mue, donc qui paraît mourir, qui se débarrasse de son écorce, de la même manière que les grains doivent être blutés, qu'on doit enlever l'écorce d'une céréale pour pouvoir en faire quelque chose. Et ce sont des thèmes qui vont être abondamment développés alors par le taoïsme et par les techniques, à la fois les métaphores et en même temps les techniques d'immortalité. Or, nous sommes dans une époque où le taoïsme se constitue progressivement en courant de pensée, si vous voulez, ce qui n'était pas le cas des poèmes précédents qui sont plus anciens. Et quand il dit « les taches n'avaient pas de prise sur son corps, la poussière glissait sur lui », ce sont des descriptions qui pourraient s'appliquer aux immortels taoïstes. Donc les immortels taoïstes sont des êtres qui sont arrivés à purifier leur corps de telle manière qu'ils se minéralisent d'une certaine manière et qu'ils deviennent absolument invulnérables à toutes les souillures, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales, puisque l'état idéal du taoïste est d'arriver dans une espèce d'état d'ataraxie, de paix complète de l'esprit et d'immobilité du corps qui s'apparente à l'immortalité. Seul l'éclat du soleil et de la lune aurait pu se déclarer son rival. Donc là, nous sommes dans la projection de l'homme dans le cosmos, et ce thème de la randonnée cosmique, de la rencontre entre l'homme et le divin va être traité de manière très abondante dans ces poèmes, et on va les retrouver alors dans des poésies plus tardives, notamment chez un poète que certains d'entre vous connaissent, qui est Li Pai, qui lui aussi touche les comètes de la main et dont le corps se dilate, si vous voulez, à l'échelle cosmique. Alors l'état de Chu donc, a été détruit par Qin, et c'est finalement sur le plan archéologique, c'est une région que l'on a redécouverte relativement récemment. On a mis au jour au siècle dernier des quantités de vestiges provenant de l'état de Chu, et notamment des vases en bronze comme ceux que vous voyez là. Donc les objets en bronze étaient très largement utilisés dans l'ensemble du territoire chinois pour les rituels ancestraux. Mais les bronzes de Chu se caractérisent par un art extrêmement baroque et par une importance particulière, je dirais, une création de chimères. On peut dire que de manière générale, les vases en bronze chinois sont des chimères, ils portent souvent des images d'animaux, etc. Mais nous voyons ici donc deux spécimens remarquables, dont l'un se trouve au British et l'autre se trouve au musée Tchernouski à Paris, et qui vous montrent le foisonnement extrêmement baroque donc, de cette culture. Dans cet objet-ci en particulier, donc vous voyez il y a quantité d'animaux différents donc, qui contribuent à constituer une sorte de rébus en trois directions, dans les trois directions, si vous voulez, dans les trois dimensions plutôt, et qui sont évidemment des figures que l'on aimerait beaucoup pouvoir comprendre et expliquer, mais il nous manque le texte.
Alors une autre découverte tout à fait spectaculaire qu'on a faite dans l'état de Tchou plus tardivement, aux alentours du IIe siècle avant notre ère, c'est une bannière funéraire décorée, une peinture dont on a recouvert un cercueil, donc un cercueil en bois laqué, évidemment d'une aristocrate qui était à son tour emballée dans des couches et des couches de cercueils de plus en plus grands et protégés par des charbons, etc. Et donc qui est resté en parfait état et sur lequel nous voyons des représentations mythologiques. Donc la scène représente en fait ici dans la partie centrale qui est reproduite ici, il s'agit de la défunte qui est sur le point de passer d'un monde dans un autre, d'accéder au monde céleste. Monde céleste où figure le corbeau que vous voyez ici et la lune, donc, et nous voyons de nouveau cette familiarité, si vous voulez, de l'humain avec le surnaturel, avec les astres. D'autres peintures ont également été retrouvées dans ces tombes, qui sont les peintures les plus anciennes de la tradition chinoise, qui vous montrent un seigneur, probablement une divinité sur son char conduit par un dragon, et d'autre part une divinité féminine, donc faisant presque jaillir une sorte de phénix, comme si elle le créait en le traçant, si vous voulez. Alors ces images, il faut les avoir un petit peu présentes à l'esprit pour aborder la poésie du Zhuzi, qui est une poésie très baroque, qui est inspirée tout à fait directement de rituels chamaniques, mais encore une fois, il ne s'agit pas de la transcription pure et simple des paroles prononcées par des chamans, mais il s'agit d'une reconstruction littéraire et en plus d'une reconstruction d'auteur, donc d'une poésie savante, véhiculant un contenu chamanique. Ces poèmes se présentent, les 9 chants ont tous le même scénario, si vous voulez, qui est la rencontre entre un officiant en transe et probablement paré et la divinité qu'il va convoquer, qu'il va faire venir dans son corps, ce descendre de la divinité étant conçu comme une rencontre érotique, et qui va s'en échapper aussi rapidement qu'il est entré, laissant le protagoniste humain du rituel dans un état d'abandon et de désespoir et de perplexité. Alors, le premier poème que l'on va voir est un extrait d'un poème qui s'appelle « Le souverain de l'Est », et qui est le premier à ouvrir la collection. Donc les poèmes sont rangés, je dirais, par ordre hiérarchique des divinités. Donc c'est la divinité du rang supérieur qui ouvre la collection. Et vous voyez ici donc le souverain de l'Est représenté dans une édition xylographique qui doit probablement dater des Ming, donc du 15e, 16e siècle, inspiré par des peintures plus anciennes, donc ces poèmes ayant été illustrés par des peintres, et donc nous le voyons sous la forme d'un personnage qui se présente comme un noble ou comme un roi, la manière la plus fréquente dont on représentait les divinités. Ce souverain de l'Est, vous le voyez sous une forme beaucoup plus étrange et mystérieuse, telle qu'il apparaît ici, dans une peinture contemporaine de celle que je vous ai montrée précédemment, également retrouvée dans une tombe. Donc on a retrouvé
des pièces de soie qui portaient des inscriptions et également des peintures à caractère religieux. Et donc il s'agit ici de la représentation du grand unique, donc d'une divinité stellaire. Attendez, parce que voilà. Alors, les poèmes que j'ai choisis, ce sont des extraits. Et ce qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est la richesse d'images et la puissance évocatrice de ces poèmes. Alors, j'ai repris en rouge les caractères qui comportaient d'une part la clé du jade, et j'ai repris en vert clair les caractères correspondant à la clé de l'herbe, du végétal, et en vert plus foncé les caractères correspondant à la clé du bois. Donc là, ces clés, je vous les montre. Donc le jade, nous l'avons ici. Nous avons ici, au-dessus, ceci, c'est la clé de l'herbe, et ici, la clé du bois. Donc, vous pouvez voir que on a une sorte de... Alors, Lisa Bresner emploie une expression que j'aime beaucoup, elle emploie l'expression de paysage idéographique, si vous voulez. Donc, vous pouvez vous rendre compte, en voyant ce poème, et on en verra un autre tout à l'heure qui est encore plus évocateur, que c'était non seulement donc des poèmes qui étaient faits pour être entendus, pour être joués, pour être chantés, mais qui étaient aussi probablement faits pour être vus et qui véhiculaient une sorte de leitmotiv visuel à côté de rimes musicales. Donc je vous le lis. Fu chang jian xi yu er, qiu qiang ming xi ling lang, yao xi xi yu zhen, gai jiang ba xi qiong fang, hui yao zheng xi lan jie, dian gui jiu xi jiao jiang. Le chi, qui est une particule qui est intraduisible et qui existait déjà mais de manière moins systématique dans la première collection, mais qu'on retrouve ici, permet d'introduire un rythme et correspondait, selon une hypothèse, à un roulement de tambour. Et si vous donniez un rythme avec un roulement de tambour, du coup, il fallait que ce soit une particule dépourvue de sens, sinon on aurait perdu une partie du poème. Alors la traduction que j'ai choisie ici est celle de Lisa Bresner. Je tiens mon épée par sa garde de jade, à ma ceinture le cliquetis des pendeloques, de cette natte tendue aux quatre coins par les pierres précieuses. Je soulève chaque offrande, quel parfum, viande parsemée de basilic sur un lit d'orchidées, vin à la cannelle et boisson de poivre. Vous avez ici un moment qui est très intéressant, c'est ces deux caractères qui sont vraiment le moment, je dirais, où on passe du motif de la pierre, au motif du végétal. La pierre, les pierres ayant, dans la pensée chinoise, ayant un parfum. Et donc la notion de parfum amène les fleurs, si vous voulez. Alors je vous lis la traduction de Rémi Mathieu. Je tiens l'estramasson par son pommeau de jade, fait résonner ding-ding les belles gemmes ling-lang, la natte d'émeraude la maintient par ses jades. Pourquoi n'avoir en main la fragrance de jaspe, viande au coumarou sur leur lit d'orchidées, liqueur d'osmande sur coulis de xanthoxyle.
compliqué. Hein. Donc, alors, aussi bien, la traduction de Rémy Mathieu, c'est très bien si vous suivez le texte en chinois, parce qu'elle est beaucoup plus précise, mais sur le plan de l'effet, on n'est quand même pas dans un traité de botanique, donc c'est un peu embêtant, cette grande précision. Alors, je vous parlais donc de ce paysage idéographique. Vous pouvez vous en rendre compte de manière encore beaucoup plus forte en voyant ce poème que je vous donne comme ça, brut de décoffrage, sans traduction. De nouveau, le même codage, si vous voulez, vous avez le codage vert pour les végétaux. Donc ici, on a le bambou, les herbes et le bois. Et puis ensuite, le jade, et j'ai mis le métal aussi, enfin, parce que bon... et donc, la pierre, hein, donc vous vous rendez compte qu'un peu plus du tiers des caractères de ce poème renvoie visuellement au végétal et au toucher de la pierre et du bronze. Et ces poèmes sont des poèmes extrêmement sensuels qui visent à véritablement dresser le décor dans lequel se produira la rencontre extrêmement éphémère avec la divinité. Et ce poème est un extrait d'un chant plus long qui est consacré à une divinité aquatique, qui est la divinité de la rivière Xiang, donc qui est un affluent du fleuve Bleu et qui est vraiment tout à fait proche du cœur de la civilisation de Chu. Alors là, ici, on dispose de 3 traductions. On dispose de la traduction de I. Vervoet dans la première anthologie, qui est l'anthologie de la poésie chinoise classique, qui a été réalisée par Paul de Miéville à Paris et qui est parue chez Gallimard dans la collection Connaissances de l'Orient en 1962. J'ai bâti ma maison au fond de la rivière, je lui ai fait un toit de feuilles de lotus, le lys des marais couvre les murs, les cauris violets pavent la cour. Partout répandu, le poivrier parfumé décore la grande salle. Les poutres sont de cannelier, les chevrons de magnolia nains, les linteaux de magnolia étoilés, l'alcôve d'angélique blanche. J'ai noué la vigne vierge pour faire des rideaux, j'ai cassé le basilic et l'ai tressé en un tapis. De lourds blocs de jade blanc le pressent au sol. La terre est jonchée de dendrobies pour parfumer l'air. L'angélique et le chaume sur une maison de lotus, et partout l'azarès s'enlace aux autres fleurs. 1000 plantes emmêlées emplissent la cour et dressent leurs odeurs aux portes des communs. La deuxième traduction est celle de Rémy Mathieu dans les élégies de Chu. Nous bâtissons dans l'eau un auvent de lotus. Vous voyez le changement de personne. Le chinois utilise rarement des pronoms précis, des pronoms personnels, et beaucoup moins encore en poésie. Et une des difficultés majeures de traduction de ces poèmes, c'est qu'on ne sait pas qui parle. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, si c'est un chaman ou une chamane. On ne connaît même pas toujours le sexe de la divinité. Et on ne sait pas non plus si ces poèmes sont un soliloque ou bien sont un dialogue, parce que parfois certaines parties semblent évoquer un dialogue entre la divinité et le chaman. Donc nous bâtissons dans l'eau un auvent de lotus, les murs y sont de lys, la cour de cyprès pourpre, d'odorants xanthoxyles nous emplissons la salle, les poutres sont d'osmantes, les bardeaux d'orchidées, linteaux de magnolia et chambres d'iris. Je tresse des ficus pour en faire des tentures, j'insère les coumarous dont j'enduis les solives,
Un jade blanc fiché les maintient tous en place. J'épand l'orquille des rocs pour parfumer ces lieux. Je recouvre d'iris la chambre de lotus et les enlace encore de quelques azarets. J'attache 100 bouquets dont je remplis la cour. Leurs arômes s'exhalent aux porches et aux façades. C'est mieux que l'autre traduction, hein, mais enfin que celle qu'il avait faite de l'autre poème. Alors, la troisième traduction, celle de Lisa Bresner. Au fond de l'eau, je bâtirai d'abord notre chambre nuptiale. De même qu'il n'y a pas d'indication de sujet, il n'y a pas d'indication de temps. Le toit sera couvert de lotus, des joncs sur les murs, un sol de coquillages pourpres. Les cloisons seront enduites de poivre. Des poutres en bois de cannelier, sur chaque chevron une orchidée. Des magnolias sur les linteaux, une chambre tapissée d'angélique. Au rideau de notre lit s'enlaceront les feuilles du figuier. Du basilic fraîchement coupé les couronnera. Aux quatre coins de nos nattes, des jades blancs. Par terre, des pierres diffuseront de doux parfums. Encore plus d'angélique et de lotus pour notre maison, et des azarets géants pour envahir la cour. Toutes les fleurs s'uniront là, et les encens les plus rares à l'entrée. Le troisième poème est plus long, enfin l'extrait est plus long, c'est l'extrait d'un poème qui est le dernier de la collection, qui représente la rencontre donc, entre un ou une chamane, nous verrons, et un ou une divinité de la nature, donc qui sont des divinités subalternes. Donc vous voyez ici une peinture qui date de la dynastie des Yuan, donc du XIVe siècle. Un peintre de la dynastie des Yuan donc, a peint un rouleau illustrant les 9 poèmes. Et nous voyons donc un personnage qui est une représentation assez classique de ces divinités de la nature, donc habillé avec des feuilles, portant dans la main, je ne sais pas si on le voit très bien, mais ce qu'il porte, c'est un lingzhi, c'est un champignon d'immortalité. Donc les ermites qui se rendaient dans les montagnes cessaient de s'alimenter comme des humains, et se nourrissaient de champignons, de pignons de pin, etc., se nourrissaient de souffle. Et la forme du champignon d'immortalité, qui a la forme d'un champignon, il a la forme d'un nuage, en fait. Hein, et donc c'est une sorte de souffle concret, si vous voulez. Et comme souvent, donc, ces divinités de la nature, il est accompagné par un compagnon animal, donc ici un léopard, mais vous avez un autre poème dont je ne vais pas vous parler ici, qui est consacré au dieu du fleuve jaune, et là on décrit toute la cohorte de poissons, de crabes, etc., qui l'accompagnent, et là on est dans un autre paysage idéographique, si vous voulez. Alors peut-être vous lire le poème pour qu'on ait de nouveau l'idée de ces rythmes. Hein. Celui qui a composé les chutsu, ces chants, connaissait bien entendu le Shöting, la première anthologie, et donc vous avez ces références végétales, cette rythmique, etc., leur étaient familières, mais elle a été travaillée autrement et dans une autre, je dirais, dans un autre climat affectif et émotionnel. 采三秀兮于山间，是累累兮葛漫漫。愿公子兮唱王归，君思我兮不得闲。山中人兮方度若。 饮诗泉兮映松柏，君思我兮然一坐。泪千千兮雨冥冥，
yuan jiu jiu xi you ye ming, feng sa sa xi mu xiu xiu, si gong zi xi tu li you. Comme dans le Shüting, vous avez des auxiliaires descriptifs, lei lei, un amoncellement de pierres, ma man, l'idée de tiges, de végétaux qui s'étendent, tian tian, le son du tonnerre, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, ming ming, l'évocation de le sombre lié à la pluie, sa, le bruit du vent, xiu xiu, le bruit des feuilles des feuilles d'arbres. Alors là aussi, nous avons 3 versions, et vous verrez qu'il y a des différences considérables entre les versions. Donc on commence par celle de Yves Vervoette. Au mont des devins, j'ai cueilli l'amadouvier, dans les éboulis de roc où grimpent les lierres, je hais cet homme, et peiné, j'oublie le retour. Vous m'aimez, mais voici que l'heure s'est enfuie. L'hôte des montagnes, fleurant bon l'Alpini, boit à la source des rochers, à l'abri, sous pins et cyprès. Vous m'aimez, je le sais, mais un doute en vous subsiste. Le tonnerre roule et gronde, noire est la pluie, les singes gémissent, puis hurlent à la nuit. Le vent souffle fort et siffle dans les ramures. Je pense à vous et ne connais que la tristesse. Deuxième version, celle de Rémi Mathieu, donc qui est celle que j'ai reprise. Cueillant l'amadouvier au plus profond des monts, ne trouve dans les pierres que touffes de puéraire. Amère j'en veux au prince, j'en oublie de rentrer. Vous voyez, homme dans la première version, prince dans la deuxième. Prince est plus juste parce que Kongzi est un titre pour les hommes de qualité. Si vous voulez, c'est un titre une manière polie de s'adresser à un homme. Amère j'en veux au prince, j'en oublie de rentrer. Monseigneur songe à moi, mais ne vient pas me voir. Et moi, dans ces montagnes, je fleure la polie. Donc dans la première version, c'est le dieu, c'est l'hôte des montagnes qui sent l'alpini, la polie, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais bon, c'est des espèces de fleurs odorantes. Et ici, c'est le chaman, en fait. Et moi, dans ces montagnes, je fleure la polie, bois aux sources ombrées de pins et de cyprès. Monseigneur songe à moi, hésite à s'engager. Le tonnerre va grondant, l'air s'assombrit de pluie, et les gibbons murmurent, puis hurlent à la nuit. Le vent ulule aussi, la branche d'un arbre bruit. Ah, je songe à mon prince, écarté et meurtri. Alors, dernière version, celle de Besner, et là on a un changement radical, puisque le sexe de la divinité change. Ici, on n'a plus un génie des montagnes, on a une nymphe des montagnes. J'irai cueillir alors celle qui éclot 3 fois au cœur de la montagne. Donc cette traduction, dans les 2 cas, les 2 auteurs précédents ont traduit ceci par l'amadouvier, ce qui est la traduction exacte, mais ici elle choisit de rendre cette idée de 3 fois, hein, d'une fleur qui fleurit 3 fois, c'est tout à fait correct. On peut, en traduction poétique, on peut faire ce genre de choses. J'irai cueillir alors celle qui éclot 3 fois au cœur de la montagne, derrière un amas de rochers couvert de plantes grimpantes. Elle m'a trompée. Ah, je suis si triste, incapable de repartir. Elle m'aime, mais je n'ai pas le temps, dit-elle. L'être de la montagne sent bon la galingale. Les cascades apaisent sa soif, les pins veillent sur son repos. Elle m'aime, mais j'hésite, dit-elle. Le tonnerre gronde, la pluie m'enveloppe, le cri des singes, ils gémiront toute la nuit. Le vent ne cesse de souffler et les arbres de crisser. Je l'aime, mais il ne me reste que ma mélancolie. Un des grands mérites de la traduction de Lisa Besner, c'est qu'on comprend mieux, en fait. On voit mieux la scène, on voit mieux le dialogue amoureux. Elle
elle prend plus le texte à bras-le-corps, elle le modifie davantage, donc c'est vraiment une traduction d'écrivain et non pas de sinologue, je dirais. Alors, je m'achemine vers la conclusion, donc je vous mets l'image de la divinité pour que vous ayez quelque chose de joli à regarder. Donc ces deux collections occupent une place très particulière parce qu'elles sont inaugurales l'une et l'autre. Donc la première anthologie reprise dans le canon confucéen, même si elle ne donnera pas lieu à de véritables imitations, elle va marquer très profondément tous ceux qui s'en inspirent. C'est une poésie qui n'est pas simple. En français, ça paraît très simple, mais le vocabulaire est très particulier, très spécifique. Et d'ailleurs, certains l'ont considéré comme étant une sorte de dictionnaire avant la lettre, si vous voulez, donnant les noms de plantes dans leur variété. Alors ce qui, je pense, a dû vous frapper, c'est la profusion de cet univers végétal qui entoure ces poètes, ces personnages. À l'époque, la Chine était le plus beau pays du monde, elle l'est restée encore très longtemps. Maintenant, ce n'est plus le cas, malheureusement. Hein, la nature a subi pas mal de déprédations ces dernières décennies. C'était un pays de forêts profondes encore à cette époque-là, avec une faune dangereuse, mystérieuse. Et il y a évidemment quelque chose qui transparaît de ce mystère, particulièrement dans la deuxième collection, celle des chants de Chu. Alors cette collection est plus tardive et elle aura une influence également très forte, notamment sur les thématiques élégiaques. Vous aurez aussi dans les deux traditions un vocabulaire de métaphores, si vous voulez, un répertoire de métaphores qui va se mettre en place, notamment les lamentations de la femme abandonnée par son amant, qui peut être pris au sens propre, ça arrivait souvent évidemment, mais qui peut aussi être prise comme métaphore de l'injustice que subit un sujet de la part d'un souverain bien-aimé qui ne reconnaît pas sa valeur. Donc ça, c'est un thème très important, le thème de la description de la nature, de la perte dans les montagnes, cette espèce de proximité qu'il y a dans la deuxième collection avec le chamanisme qui est extrêmement précieuse parce qu'elle permet aussi de se faire une idée de la forme que pouvaient prendre ces rituels chamaniques, puisque, encore une fois, ces poèmes peuvent être pris comme des métaphores, mais peuvent être pris aussi comme des descriptions de toutes les plantes, de tout le décor qui était nécessaire aux chamans pour faire surgir la divinité dans un contexte chamanique. Et dans un autre poème qu'on ne voit pas ici, par exemple, on décrit avec pas mal de précision l'état physique de la médium qui est possédée par la divinité, qui pousse des sifflements, etc. Ceux qui ont eu l'occasion de voir des rituels de possession, de transe, etc., retrouvent véritablement une description très fidèle. Et donc cette proximité avec le chamanisme et avec le taoïsme qui a puisé une partie de son inspiration dans ce substrat chamanique va aussi configurer, si vous voulez, toute une dimension très importante de la poésie chinoise, qui est une poésie souvent très concrète, qui joue beaucoup sur les images du monde de la nature, qui est souvent une poésie assez mélancolique, assez élégiaque. Alors pour terminer, je voulais donner la parole à quelqu'un de plus doué que moi, de bien plus doué que moi, avec le sonnet des correspondances de Baudelaire. Nous sommes véritablement dans cet univers. Je vous laisse lire et puis je dis quelques mots, hein, où
La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. Ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Alors c'est magnifique et c'est profondément chinois. Hein. La Chine, aussi bien la pensée que l'art chinois, que la poésie, qui est souvent d'ailleurs liée, parce qu'il n'y a pas une distinction aussi nette entre poésie et prose dans le chinois classique que dans nos propres langues. Nous sommes dans le monde des correspondances, dans le monde des analogies, et cette vision très analogique des choses, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, se met véritablement en place à l'époque où a été rédigée cette deuxième anthologie. Et c'est une pensée qui va, je dirais, infuser non seulement l'art, mais aussi la médecine, par exemple, les couleurs, les parfums, les sons, les saisons, les lieux, les parties du corps, etc., seront mises en correspondance les unes avec les autres et constituent une espèce de chambre d'écho dans laquelle vont circuler les poètes et les penseurs. Voilà, je vous remercie et maintenant j'attends avec bonheur et avec impatience vos questions.